Oh, la belle passe de Tremont Waters pour Victor Wembanyama. Et oui, salut à tous, c'est Ben, vous êtes sur ma chaîne YouTube Backcourt et je vais traiter non pas des Mets, mais bien sûr de Betclic Elite et plutôt, cette fois-ci, dans cette vidéo, de la course pour le maintien. Alors, au programme, quelles sont les équipes à la lutte pour le maintien? Quels sont leurs derniers résultats? Les prochaines échéances pour ce mois d'avril? Allez, c'est parti, sans plus attendre, découvrons le classement. Alors, installez-vous confortablement pour regarder ce magnifique classement. Comme vous pouvez le constater, 2 victoires seulement séparent le 13e, le Portel, du 18e et bon dernier, Pau Orthez. Voilà, donc ces 6 équipes se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Ça, c'est au jour, bien sûr, où je tourne cette vidéo. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est plutôt de comparer avec les 2 dernières saisons pour voir avec combien de victoires et combien de défaites les équipes se sont maintenues et descendues. Alors, la saison passée, c'est Champagne Basket et Orléans qui sont descendus avec respectivement 10 victoires et 12 victoires. Il y a 2 ans, c'est Boulazac qui est descendu au terme d'une saison vraiment cataclysmique, un record, je pense, dans le livre de la Ligue nationale basket, et l'Élan Chalon est descendu avec de son côté 10 victoires. Si on regarde la liste de ces 6 équipes, on se rend compte que le 13e, la saison dernière, qui était le Portel, et s'est maintenu avec 13 victoires, alors que lors de la saison 2020-2021, Cholet était 13e et s'est maintenu avec 12 victoires. On peut donc effectivement en déduire, pour conjecturer, effectivement qu'avec 12 victoires, normalement, les équipes devraient maintenir leur place dans l'élite. Effectivement, la saison dernière a été vraiment un concours de circonstances, puisque Orléans a acté sa descente vraiment à la toute dernière journée, et était en concurrence avec Foss, avec Paris, avec Le Portel, mais ça, nous le verrons également un petit peu plus tard. Alors, voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on a effectivement ce cap des 12 victoires qui doit être atteint actuellement par les équipes pour espérer vraiment pouvoir garder leur place dans l'élite. Puisqu'on l'a vu la saison dernière, avec 12 victoires, on n'est pas toujours sûr de pouvoir se maintenir. Si on fait le recomparatif, Pau Orthez aujourd'hui avec 8 victoires, il leur en manque 4 victoires avec un certain nombre de matchs à jouer. Maintenant qu'on a dit ça, comparons plutôt les dynamiques de ces 6 équipes et les classements à venir. Alors, pour parler des différentes dynamiques, je vous propose de jeter un œil sur les 5 derniers matchs disputés par ces 6 équipes. Commençons par le promu l'ADA Blois. Voilà, sur leurs 5 derniers matchs, Blois a perdu 3 fois. 2 fois à l'extérieur sur des défaites vraiment extrêmement large, mais bon, face à des membres du top 8, et puis dernièrement, une défaite qui fait mal, d'autant plus mal qu'elle a été concédée face à un concurrent direct pour le maintien, le SLUC Nancy. Effectivement, une défaite qui, à la fin de la saison, pourrait compter double. Et c'est bien dommage pour l'ADA Blois, qui restait auparavant sur 2 victoires de suite. Foss, une autre équipe à la lutte pour le maintien, de son côté, sur les 5 derniers matchs, en a gagné 3. Bilan vraiment et dynamique plutôt encourageante pour cette équipe qui semble revivre dernièrement. À noter que quand même la dernière défaite, ils ont vraiment été pas loin de renverser à domicile l'Asvel. Donc une sacrée performance qui conforte le fait que leur dynamique est vraiment excellente. Passons maintenant à la prochaine équipe. Concernant cette fois les nordistes du Portel, 3 défaites également pour eux, une effectivement assez préjudiciable à l'extérieur sur le parquet de Nancy avec qui le Portel pourrait être à la lutte en fin de saison pour se maintenir. A noter tout de même une victoire de prestige effectivement face au prodige Wembanyama au dernier match. Effectivement, les tennistes sont revenus en fin de match et se sont imposés d'un tout petit point. Concernant Nanterre, et oui, on n'a pas forcément l'habitude de parler de Nanterre lorsque l'on parle de la lutte pour le maintien, et pourtant, les hommes de Pascal Donadieu sont en bien mauvaise posture. Alors, concernant leur dynamique, on peut voir qu'ils restent tout de même sur 2 victoires d'affilée. Nous décrypterons ensemble pourquoi, effectivement, Nanterre, après 3 défaites, a réussi à gagner ces 2 derniers matchs. 2 derniers matchs extrêmement importants, qui étaient à domicile, et surtout des victoires qui ont été obtenues face à des concurrents directs, Nancy et effectivement Pau Orthez.
on peut déjà voir effectivement dans ces différents affrontements que, et oui, Nancy, sur les 5 derniers matchs, a affronté pas mal de ses concurrents directs. Le SLUC Nancy, justement, parlons-en. Alors, la particularité sur les 5 derniers matchs de Nancy, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est que, eh bien, sur 5 matchs, le SLUC Nancy s'est déplacé 4 fois. C'est assez énorme, ce qui peut expliquer effectivement ces 3 résultats négatifs, donc ces 3 défaites obtenues d'affilée. Mais, perspective intéressante, le SLUC Nancy s'est rattrapé, toujours en déplacement, sur le parquet de Blois, un autre concurrent pour le maintien. Concernant l'élan béarnais, on peut dire que les résultats ne sont pas aussi glorieux, si tant est qu'on puisse dire que les résultats du SLUC Nancy sur les 5 derniers matchs étaient glorieux. Mais effectivement, vous allez voir, l'élan béarnais, sur les 3 derniers matchs, a affronté 3 concurrents à la lutte pour le maintien et a perdu ces 3 matchs. Alors, une défaite qui pourrait vraiment faire mal à la tête, effectivement, était à domicile le match contre Blois. Thomas Cornely, le héros national blésois, à qui effectivement le club de l'ADA devrait peut-être dresser une statue, puisque c'est bien Thomas Cornely qui, au terme du match, a, je sais pas, sorti de nulle part un shoot au buzzer pour arracher la prolongation, et je vous laisse deviner qui a crucifié une nouvelle fois Pau au buzzer pour cette fois arracher la victoire. Toujours Thomas Cornely qui enfonce donc Pau. Alors je ne sais pas si on peut parler de crise, mais en tout cas qui les enfonce en bas du classement à la dernière place. Maintenant voilà, perspective plutôt négative et dynamique très négative plutôt pour l'élan béarnais. Maintenant, voyons voir ce que nous réserve le calendrier pour ce mois d'avril pour ces 6 équipes. Alors, qu'en est-il de ce mois d'avril pour le club de l'ADA Blois? Tiens, recommençons par le promu. Sur les 5 prochains matchs, sur le mois d'avril qui s'annonce très très chargé, on peut voir que Blois va jouer et disputer 2 matchs cruciaux. Alors, ils vont recevoir au Jeu de Paume le club stelliste du Portel, et puis le 29 avril, Blois va se déplacer sur le parquet de Nanterre. 2 matchs qui seront à cocher effectivement dans ce mois d'avril pour les Blésois. Côté sudiste avec Foss. Tout de suite, là, ce qui me frappe aux yeux quand je vois effectivement leur calendrier, c'est que Foss va se déplacer 3 matchs de suite à Paris, à Nanterre et puis à Monaco. Et donc effectivement, côté sudiste, le match à Nanterre va revêtir une importance capitale et sera là aussi à cocher dans l'agenda des Marseillais. Alors, poursuivons avec le SSM Le Portel. Comme on l'a vu juste avant avec Foss, la particularité des 5 prochains matchs du Portel est que, voilà, ils vont se déplacer 3 fois de suite, à Bourg, à Blois et à Lasvel. Et effectivement, comme à Foss, un match crucial sera au programme des stellistes qui vont aller se déplacer à Blois le 8 avril, un match absolument à gagner pour mettre encore un peu plus d'écart avec l'ADA Blois. Côté Nanterre, maintenant, calendrier difficile. Et calendrier difficile puisque, effectivement, alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que voilà, Nanterre va affronter 2 concurrents au maintien, Foss et Blois, mais sur les 5 prochains matchs, 4 déplacements sont au programme. 4 déplacements, dont également des déplacements à Cholet, à Bourg et à Roanne. 3 équipes qui aujourd'hui sont en lice pour disputer les playoffs et qui réalisent à la fois une très bonne saison. Donc calendrier difficile pour Nanterre avec 4 déplacements au programme. Maintenant qu'on a dit ça, voyons ce qu'il en est des 2 dernières équipes. Côté nancéen, c'est tout l'inverse du club francilien de Nanterre, puisque voilà, les Nancéens vont recevoir à domicile 4 fois sur les 5 prochains matchs. Par contre, à l'inverse effectivement des autres équipes à la lutte pour le maintien, Nancy ne va pas affronter de concurrents. Alors certes, ils vont recevoir 4 fois, mais face à des équipes qui sont bien parties pour disputer les playoffs. Bourg le 1er avril, Le Mans le 8 avril, Dijon le 18 avril et la SIG le 25 avril. Que du beau monde va se déplacer à Nancy. Alors, les Nancéens seront-ils capables de faire tomber des grosses cylindrées? C'est ce que nous allons voir sur ce mois d'avril. Alors, intéressons-nous désormais à l'élan béarnais. Peut-être l'équipe qui est dans la posture la plus délicate au jour d'aujourd'hui. Alors, sur les 5 prochains matchs, déplacement à Limoges pour commencer le
1er avril, puis réception de Monaco, un match qui fera sans nul doute très compliqué le 8 avril, déplacement ensuite au Sportica à Gravelines, réception de l'Asvel et enfin déplacement à Dijon. On peut dire que ça reste un calendrier ardu pour les Palois qui, sur leurs 2 réceptions à domicile, vont affronter Monaco et l'Asvel, 2 équipes d'Euroleague. Alors, quand on voit la dynamique actuelle des Palois, on peut prendre peur. Et je les comprends. Alors, maintenant, on va essayer de décrypter vraiment par rapport aux derniers résultats, comment peut-on expliquer ces dynamiques pour ces 6 équipes. Et n'hésitez pas, bien sûr, à la fin de la vidéo, à inscrire en commentaire ce que vous pensez des dynamiques de ces différentes équipes et comment vous vous projetez sur les équipes qui vont se maintenir et celles qui vont descendre. Allez, je vous retrouve pour une dernière partie sur effectivement les dynamiques de ces 6 équipes. Alors, je vous propose maintenant de parcourir des tableaux de bord pour décrypter les dynamiques de ces équipes. Peut-on expliquer ou non les derniers résultats des équipes? Ce qui est intéressant de noter, c'est que globalement, à la même saison, pour les équipes qui sont à la peine vraiment et qui sont plutôt en fin de classement, on arrive dans cette période de février, mars, avril, où les clubs essayent de sortir le chéquier, on joue le va-tout et on essaye de faire venir des joueurs qui vont être capables de nous apporter un second souffle, de nous apporter une nouvelle dynamique. Côté Blois, c'est peut-être l'un des seuls clubs qui déroge un peu à cette exception. Effectivement, mis à part, effectivement, on voit que dans les arrivées, il y a monsieur Tyus Battle et Robert Johnson. Donc Robert Johnson, un peu plus tôt dans la saison, est venu remplacer Keandre Cook. Mais Tyus Battle est là pour compenser la blessure de James Smith. Donc c'est un recrutement non prévu. On peut ainsi dire que Robert Johnson est vraiment le seul joueur effectivement qui est arrivé pour essayer de faire step up le backcourt de l'équipe blésoise. En termes de joueurs clés, il s'est tout de suite imposé comme l'un des éléments majeurs de l'attaque blésoise. Et depuis qu'il est arrivé, Blois possède un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Un bilan tout de même très correct quand on prend en compte le fait que Blois possède presque 50% de victoires en plus lorsqu'il n'était pas là. Alors, autre joueur clé, Mba Ndiaye qui revêt une importance toute capitale. Si c'est un joueur qui ne brille pas forcément par son scoring, c'est la pierre angulaire du système défensif de Michael Hay. Il fait partie effectivement des meilleurs rebondeurs de la division, c'est le meilleur rebondeur blésois et il truste également le haut du classement dans la catégorie des contreurs. Un joueur qui joue 30 minutes par match et dont l'ADA Blois ne pourrait pas se passer. En ce qui concerne les doutes et ce pourquoi on pourrait craindre que Blois pourrait descendre, on peut parler de la raquette. Et oui, effectivement, depuis le début de la saison, l'ADA Blois possède 3 intérieurs, sachant que Brice Dessert revient tout juste de blessure. Mais voilà, Amadou Sow est un poste plutôt 4-5, un ailier fort pivot, qui est plutôt assez irrégulier et qui est plutôt en méforme en ce moment. Donc, à voir si effectivement, sur la fin de saison, Amadou Sow va réussir à remonter son niveau pour pouvoir porter sur ses épaules la raquette blésoise. On peut aussi effectivement discuter du recrutement de Tyus Battle, donc c'est bien effectivement pour compenser, comme je l'ai dit plus tôt, la blessure de Jamie Smith qui est out pour la fin de saison. Battle, il faut savoir que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an. Donc en termes de rythme, en termes de dynamique, de cohésion, de rentrée dans un collectif, quelle va être sa forme et quelle est la plus-value que Battle va apporter. Nuance toutefois, puisque dans les perspectives, effectivement, qui vont amener de l'espoir dans le fait que l'ADA Blois pourrait se maintenir, on peut effectivement observer sur les 2-3 derniers matchs que Thomas Cornely, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, est dans une forme absolument étincelante. C'est un taulier de l'équipe de Blois, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il officie dans cette équipe, il a toute la confiance de son entraîneur et il est vraiment en train de prouver qu'il est au niveau, et plus qu'au niveau d'ailleurs, de la première division. Il sort d'un match avec pas mal de points au scoring, très complet, c'est un meneur gestionneur qui régale également à la passe. La blessure de Jamie Smith, qui était le meneur, c'est peut-être l'occasion aussi pour Cornely de crever encore plus l'écran, puisque Tyus Battle
qui remplace Jamie Smith, n'est pas un meneur, mais plutôt un arrière-ailier. Donc effectivement, ça donne le champ libre à Cornoli qui, pour le moment, on touche du bois, le rend plutôt bien à son coach. Enfin, dernier motif d'espoir, l'ADA Blois va recevoir 2 de ses concurrents directs dans les prochaines journées, à savoir le SLUC Nancy et le Portel. Donc, perspective d'espoir ou doute, nous verrons ça dans les prochaines journées effectivement, mais si l'ADA Blois parvient à prendre ses matchs, eh bien on ne peut que supposer que l'ADA Blois restera dans l'élite la saison prochaine. Fos-sur-Mer, qu'en est-il du club sudiste au rayon des arrivées? On peut noter notamment l'arrivée de Frank Gaines, un scoreur qui nous vient tout droit d'Italie. Il vient pour compléter le backcourt au même titre que Tajir McCall, un ancien joueur d'Orléans. Au niveau des joueurs clés, on peut noter directement que Frank Gaines rentre dans cette catégorie. Il vient pour garnir les lignes arrières et apporter du scoring. D'ailleurs, il a un nombre de tickets shoot très important. Autre secteur hyper important, difficile de les départager, Alan Dokossi, Shevon Thompson. Du coup, j'ai décidé de les regrouper et la raquette est vraiment un secteur clé pour Fos-sur-Mer. À eux deux, eh bien, ils cumulent peut-être le plus de rebonds en fait pris par les raquettes des clubs de Betclic Elite. Donc, une raquette très athlétique, très haute, très active, très intense, qui prend énormément de rebonds. C'est sans nul doute le secteur sur lequel il faut appuyer pour Fos-Provence. En termes de doute, on peut parler du collectif. Voilà, quand on rajoute 2 joueurs qui sont censés amener beaucoup de tickets shoot, beaucoup de responsabilités et de liberté offensive sur le backcourt, effectivement, on peut douter de comment le collectif va réussir à intégrer 2 joueurs comme Gaines et McCall. Autre doute également, alors il revient tout juste de blessure, mais c'est Shevon Thompson, un pivot qui est très talentueux, qui prend énormément de rebonds, mais qui a une sérieuse tendance à être handicapé par les fautes. Mais peut-être l'avenir de Fos-Provence va dépendre effectivement du fait que Thompson réussisse à être beaucoup moins foul trouble pour faire persister son duo hyper complémentaire et hyper fort avec Alan Dokossi. En termes de perspectives intéressantes, effectivement, j'en ai parlé. Voilà, désormais, le backcourt est au complet, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début de la saison. Et également un gros point positif, eh bien, avec les différentes recrues, avec effectivement une raquette désormais au complet, peut-être Fos est l'équipe la plus physique, la plus athlétique de Betclic Elite. Et ça, on a vu sur les derniers matchs que ça jouait. Ils ont notamment réussi à rivaliser dans l'impact physique et dans l'intensité avec l'Asvel, un club d'Euroleague qui joue avec un nombre de rotations à ne plus savoir quoi en faire. Les stylistes, le SSM, le Portel, 13e, qui a un petit peu de marge sur la zone rouge. Alors, en termes de joueurs clés, je pense que ça va ne surprendre absolument personne. Effectivement, il y a une pépite. Dans l'équipe nordiste, il s'agit, tout le monde le connaît bien sûr, de Nadir Ifi. Voilà, pas grand-chose d'autre à en dire. Nadir Ifi, voilà, il porte vraiment sur ses épaules depuis le début de la saison cette formation nordiste, accompagné effectivement de Emmanuel Nzekwezi qui certes rentre un petit peu dans le rang, mais voilà, il assure quand même une certaine palette offensive et une complémentarité toute trouvée avec Zoran Nikolic dans la raquette. Au niveau des arrivées, eh bien le Portel est peut-être le seul club qui a un effectif assez stable quand on parle d'équipe qui lutte pour le maintien. Au rayon des arrivées, nous avons seulement le jeune meneur Rudy Demaïs Balou, mais qui ne vient pas pour, on va dire, renforcer et faire step up l'effectif, mais il est arrivé plutôt comme pigiste médical de Ron Curry qui depuis est revenu de blessure. Et effectivement, Rudy Demaïs Balou reste dans l'effectif et amène une rotation encore plus au backcourt qui est dorénavant hyper complet. Maintenant, en termes de doutes que l'on peut avoir, eh bien effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Alors peut-être qu'on pourrait mettre en avant le fait que le Portel est une équipe extrêmement solide et extrêmement dure à prendre à domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus dur pour la formation styliste. Effectivement, en termes d'espoir, eh bien comme je viens de le dire, eh bien le Chaudron est peut-être la salle la plus chaude de France. Comme son nom l'indique, il est extrêmement difficile d'aller gagner au Portel. Ce qui assure pour la fin de saison, pour les matchs qui viennent à domicile pour le Portel, eh bien ils ne seront peut-être pas favoris à chaque fois, mais en tout cas, ça va être très dur d'aller les cueillir à domicile. On peut dire effectivement que maintenant également, le Portel a développé depuis plusieurs années
une vraie culture du maintien. Ils ont l'habitude, effectivement, de ces matchs à enjeu en fin de saison. Et donc, ils partent peut-être avec une longueur d'avance par rapport à d'autres équipes comme Pau ou Nanterre, vraiment sur ce critère de la culture du maintien. Voilà, des équipes comme Pau et Nanterre n'ont pas forcément l'habitude de se mêler à cette lutte. Attaquons-nous maintenant au club francilien de Nanterre 92, 14e au moment où on parle. C'est une équipe avec un roster assez profond, avec énormément de talent et de qualité. Pour autant, il y a 2 joueurs majeurs qui ressortent quand on pense à Nanterre. Bien évidemment, le meneur américain de poche Justin Bibbins et l'intérieur bosnien Miralem Halilovic. D'ailleurs, on peut dire que Nanterre n'a pas vraiment été épargné par les blessures cette saison, ce qui explique aussi peut-être cette dynamique et cette saison un petit peu ratée jusque-là. Effectivement, ces 2 joueurs clés, Justin Bibbins qui revient tout juste de blessure et Miralem Halilovic, ont été écartés des terrains pendant quelques semaines, voire quelques mois. Au rayon des arrivées, notamment récemment, on a pu effectivement apercevoir McCollum, effectivement, qui était venu remplacer Justin Bibbins. Pas d'autres arrivées. De ce côté-là, Nanterre retrouve progressivement du monde. L'infirmerie commence à se vider. Alors, au rayon des espoirs, commençons plutôt par les espoirs. Effectivement, le retour de Bibbins va faire vraiment un bien fou à la création et au scoring à cette équipe de Nanterre qui jusque-là manquait un petit peu de fighting spirit, mais surtout d'un leader. Et effectivement, Justin Bibbins, avec son rôle déjà sur le terrain où il est positionné à la main, peut remplir ce rôle-là de leader. Et effectivement, récemment également, on l'a vu dans les derniers résultats, Nanterre a obtenu 2 victoires cruciales face à 2 concurrents directs, et ça peut vraiment peser en fin de saison. Comme je l'évoquais juste avant avec le Portel, dans les doutes, effectivement, si d'aventure Nanterre venait encore à perdre quelques rencontres et se mêlait vraiment, véritablement à la lutte pour le maintien dans les dernières journées, c'est une équipe qui n'a pas cette culture du maintien. Alors, est-ce que ce sera préjudiciable ou pas? Nous le découvrirons dans quelques journées. Sont arrivés récemment Frank Mason, un meneur américain au CV long comme le bras et qui a joué en NBA, et Rally Boukishou, donc un joueur qui a évolué en championnat de France au sein du BCM Gravelines notamment et de l'élan Chapon. Alors, en joueur clé, aucun de ces 2 joueurs, ni Mason ni Boukishou. Il faut dire que Boukishou, avec le peu de temps de jeu qu'il a, le pauvre, il cire vraiment le banc. Mais oui, avec un CV long comme le bras, avec un pedigree NBA, on aurait pu penser que Frank Mason intégrerait la catégorie des joueurs clés. Que nenni, effectivement. Ici, j'ai mis la raquette. Là aussi, comme à Foss, difficile de les départager. On a Dante Grandam qui peut jouer poste 3, mais aussi ailier fort poste 4. Nous avons Stéphane Gombo qui réalise une première saison tout bonnement exceptionnelle dans la raquette nancéenne. Et effectivement, on a un autre joueur qui est arrivé plutôt vers le début de la saison, on va dire à mi-saison, qui est Mike Scott, également CV NBA, et qui est, je crois qu'il a trouvé sa 2e maison à Nancy, et à eux 3, Grantham, Gombo et Mike Scott, ils forment vraiment un secteur vraiment clé sur lequel repose vraiment tout le jeu nancéen. Alors certes, on aurait pu mettre Caleb Walker, mais voilà, il faut faire des choix, et effectivement, Stéphane Gombo, Mike Scott, c'est vraiment hyper complémentaire. Alors maintenant, effectivement, en termes de doutes, eh bien, les Nancéens ont eu une période un petit peu compliquée. On peut dire, effectivement, à la vue des stats également, que défensivement, ce n'est vraiment pas ça. Il y a énormément de boulot à faire et que cette dynamique s'explique aussi peut-être par les difficultés au niveau du backcourt. Alors, ce n'est pas non plus anodin si j'ai placé dans les joueurs clés la raquette et que je n'ai pas tiré un mot sur le backcourt. Il faut savoir qu'au début de la saison, Nancy évoluait avec 2 arrières qui étaient Kyle Vinales notamment et puis un autre meneur dont j'ai oublié le nom. Ils n'ont pas fait forcément long feu et Frank Mason est arrivé avec son CV NBA dans l'attaque et pour mener le jeu nancéen. Aujourd'hui, après quelques matchs, on peut dire que c'est un flop. Il a eu sa chance, il a du temps de jeu, malheureusement il ne dynamise pas du tout le jeu nancéen, ce qui a été reproché à Kyle Vinales notamment. Et pour l'instant, on peut dire qu'il fait moins bien que son prédécesseur. Donc compliqué pour l'instant effectivement pour Frank Mason à la tête du jeu nancéen.
And the last but not least. Mais vraiment de last, hein, puisque à l'heure où je parle, vraiment, Paula Cortez est classée 18e sur 18. Mais bon, bref, passons. En termes de joueurs clés, on a toujours l'intérieur zimbabwéen, Vitalis Chikoko, voilà, un intérieur vraiment au doigt de fée avec une palette offensive vraiment hyper développée et voilà, qui était vraiment vecteur d'espoir puisqu'on sait que l'axe 1-5 au basket est très important et son duo avec Michael Stockton, un meneur gestionnaire, hyper bon passeur qu'on a vu notamment faire ses gammes du côté de Cholet, voilà, c'était un duo vraiment hyper prometteur sur le papier. Alors, sur le papier, effectivement, on pourrait dire, puisque Paula Cortez est classée 18e, alors certes, 2 joueurs ne font pas une équipe, mais on aurait pu attendre un peu mieux de cette relation post 1-5 entre Stockton et Chikoko. Au rayon des arrivées, effectivement, c'est vrai que depuis le début de la saison, la particularité des Palois, on ne va pas réécrire l'histoire, mais effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes extrasportifs, plutôt extrasportifs, oui, c'est vrai, l'année dernière, avec des investisseurs américains qui sont venus un petit peu mettre la pagaille dans le club. Résultat, effectivement, des gros déboires financiers pour l'équipe paloise qui a dû construire une équipe vraiment hyper resserrée quantitativement en termes de joueurs professionnels. Alors, le coach Eric Bartecchetti n'a de cesse eu de marteler pendant la saison qu'il avait besoin de renforts et récemment, effectivement, son vœu a été exaucé. CJ Williams est un temps venu pallier la blessure de Marquis Cunnings, qui maintenant est revenu, et Darrell Poirier, un peu plus récemment, est venu étoffer la raquette qui jusqu'alors était composée de Chikoko, Cummings et le jeune Enzo Charvin. En termes de doute et d'espoir, alors là aussi il y a des choses à dire. Commençons par les espoirs, puisque je viens d'en parler, mais je n'ai pas réussi à trouver beaucoup plus de choses que, eh bien effectivement, comparé au début de saison, dorénavant, Paula Cortez a un effectif un peu plus fourni avec 2 joueurs professionnels en plus. Qui quand même garnit un peu plus à la fois les lignes arrière, le poste d'ailier avec Williams, et également le secteur intérieur avec Darrell Poirier. Maintenant, en termes de doute, eh bien on a vu sur les derniers résultats que Paula Cortez a été en difficulté. Ma foi, le calendrier à venir est tout aussi compliqué avec des réceptions de Monaco et de Lasvel. Et effectivement, depuis quelques matchs, Stockton, qui est pas ça. Effectivement, le meneur américain, qui était vraiment le dépositaire et la pierre angulaire de l'attaque et du jeu palois, a beaucoup plus de mal. Alors, est-ce qu'il y a une blessure derrière? Est-ce que ce sont les défenses qui se sont adaptées? Mais voilà, Stockton, jusqu'alors, était le meilleur passeur de la division et depuis, il a un peu plus de mal à faire tourner la boutique et Stéphane Moody, mon Rouennais, puisque je supporte la chorale de Rouen, est devenu le meilleur passeur de la Betclic Elite. Alors, entre problèmes de faute, entre temps de jeu un peu plus réduit, que se passe-t-il pour Stockton? Je ne sais pas, mais il va vraiment falloir que le leader palois, qui fait partie vraiment des tauliers, des cadres et des joueurs clés, rehausse son niveau parce que son équipe en a grandement besoin. Et même si Garrett Sim, à côté, est un peu plus présent à la création, vraiment, les Palois ont besoin de l'activité et de la vista de Michael Stockton. Alors maintenant qu'on a pu décrypter à la fois des derniers résultats, des dynamiques et du tableau de bord qui permet aussi de pouvoir donner des premiers éléments d'explication, effectivement, des dynamiques de ces différents clubs, je pense que l'heure est arrivée. Je pense que l'heure est arrivée de me jeter à l'eau et de me mouiller. Alors, par rapport à ces 6 équipes, sachant qu'il reste, selon les équipes, 7 ou 8 matchs à jouer, effectivement, qui est-ce que moi je vois descendre? Sans grande surprise, j'ai l'impression que Paula Cortez est mal embarqué. Et ne serait-ce pas un retour de bâton, effectivement, on aurait pu penser avec ce qui s'est passé l'année dernière que Pau aurait pu être relégué, voilà, Pau aurait pu déposer le bilan avant que des repreneurs reprennent le club, mais effectivement, Pau aurait dû descendre. Alors, est-ce que c'est parti pour être le cas cette année? L'avenir nous le dira, mais au vu de la dynamique et au vu de leur calendrier, j'ai bien l'impression que Pau, malheureusement, pourrait redescendre en Pro B. Alors maintenant, qui pour les accompagner? Le choix est dur. Le choix est très très dur. Au vu de la dynamique, il n'est pas impossible que Foss arrive à se maintenir,
Mais mon cœur balance voilà, entre l'ADA Blois et les faussaires. Effectivement, Foss a cramé pas mal d'énergie. L'équipe apparaît un peu plus équilibrée, mais j'ai toujours ces doutes effectivement sur le secteur intérieur. Est-ce que Shevon Thompson va pouvoir réussir à jouer ses 25, 26, voire 27 minutes par match? Parce que Foss en a vraiment besoin. Et de l'autre côté, effectivement, alors autant Jamie Smith réalisait une saison tout à fait convenable, voilà, il n'était pas forcément le leader, le scoreur qui était attendu, mais il était très régulier dans ses performances. Est-ce que Thomas Cornelius va pouvoir rester au niveau qu'il a montré sur les dernières prestations ou pas? Est-ce que Tyus Battle va réussir à retrouver de la forme physique et à apporter vraiment de la plus-value dans le collectif blésois? Rien n'est moins sûr, effectivement. Donc voilà, mon cœur balance entre qui accompagnera Pau Orthez en Pro B, entre Foss et entre l'ADA Blois. J'ai l'impression que Nancy, avec son secteur intérieur, peut s'en sortir, et avec quelques victoires de plus, une dynamique peut aussi se réenclencher. Il ne faut pas non plus oublier que Nancy restait sur 4 déplacements sur les 5 derniers matchs, et que là, sur les matchs qui arrivent, ça va être l'inverse. Ils vont recevoir 4 fois, et donc effectivement, quand on reçoit, surtout pour une équipe en bas de classement, c'est toujours plus aisé, on va dire, ou plutôt moins difficile d'obtenir des victoires qu'en déplacement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première du genre, donc je suis preneur de toutes les critiques, positifs comme négatifs. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire qui est juste en dessous. Que pensez-vous du format? Est-ce que le sujet vous plaît? Les vidéos, les commentaires, voilà, mon analyse vous plaît? Est-ce que les visuels vous plaisent? Est-ce que la durée est trop courte, trop longue? Enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, je suis preneur. Et puis n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres sujets de prochaines vidéos, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à bientôt, à très vite, bye bye.